9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face jusqu'à 10h. Ce matin, donc, sur ce livre, À cœur perdu, une enquête sur la prostitution des mineurs, avec l'une des deux auteurs, Nadège Hubert, donc journaliste indépendante. Bonjour. Bonjour. Vous avez coécrit ce livre, à partir d'un documentaire aussi. Télé, c'est la suite. C'est la suite. Avec Claude Ardide, journaliste aussi, écrivain que l'on connaît bien sur Sud Radio, qui est venu à plusieurs reprises nous parler de toutes ces enquêtes, notamment du côté de Marseille. Et là aussi, vous nous emmenez du côté de Marseille, notamment parce que vous avez suivi une brigade qui travaille sur ces sujets de prostitution des mineurs. Alors, j'ai été quand même étonné par les chiffres, même si c'est difficile de donner des chiffres très précis. Oui. C'est-à-dire qu'au niveau des chiffres, évidemment, on a toujours une fourchette. C'est-à-dire que c'est compliqué, en fait, de savoir exactement le nombre de gamines qui se prostituent. Puisque déjà, cette enquête, au départ, elle a été réalisée dans le département de Seine-Saint-Denis, sur des adolescentes, mais dans les foyers de l'ASE. Ouais. Donc après, l'ASE, on rappelle ce qu'est l'aide l'ASE. sociale à l'enfance. Voilà, c'est ça. Donc après, les chiffres ont été extrapolés. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on arrive entre 20 et 30 000. Mais évidemment, le profil de ces filles, c'est-à-dire qu'elles entrent en prostitution, elles peuvent y rester pendant 3 semaines, en ressortir. Donc en fait, ça change énormément. Et parfois, par exemple, elles se prostituent juste pendant quelques semaines, elles arrêtent totalement, ou parfois pendant 2, 3, 4 ans. Ouais. Donc les profils sont assez variés. Non, mais c'est ce que l'on voit. Sauf que ce qui est assez édifiant quand même, c'est sur l'entrée dans la prostitution quand on est mineur. Alors c'est accéléré par beaucoup de choses, notamment Internet, etc. La crise aussi financière, et puis le Covid, et puis beaucoup de jeunes filles et de familles qui sont un peu perdues, de migrants notamment, beaucoup à Marseille. C'est ce que l'on voit énormément, et donc l'exploitation par de jeunes garçons de ces filles aussi, quoi. Alors il y a un peu tous les profils, c'est-à-dire que la prostitution des mineurs, elle concerne tous les milieux sociaux. Ouais. Après, évidemment, les filles qui sont plus fragiles, on a tendance à les voir davantage. Ouais. C'est-à-dire que les prédateurs, par exemple, repèrent ces filles au sein des foyers de l'aide sociale à l'enfance. Donc évidemment, à ce moment-là, c'est elle qu'on verra au premier plan. Mais par contre, on a aussi l'exemple de familles, par exemple de Stéphanie et de Léa. Donc elles sont en Nouvelle-Aquitaine. Cette famille est plutôt aisée. Les parents sont divorcés, mais ils s'entendent très bien. Et donc cette gamine qui a 15-16 ans va partir à la dérive. Tout ça parce qu'elle aura fait la mauvaise rencontre au mauvais moment. Ouais. Elle allait juste chercher du travail pour l'été, pour un petit job d'été, comme beaucoup d'adolescentes. Et puis elle tombe sur ce garçon qui est un proxénète et qui va devenir son bourreau. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir de là, donc elle va tomber dans la drogue, parce qu'il y a aussi une emprise chimique, qui est aussi une soumission chimique, qui est aussi importante. C'est un peu des petites Gisèle Pélico, on en est là. C'est-à-dire que, par exemple, même cette gamine, donc cette adolescente, Léa, raconte une scène à sa mère qui est assez édifiante. Par exemple, elle est donc dans un lieu et puis donc il y a plusieurs clients et elle ne sait pas si elle a été violée parce qu'elle ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait pas dire oui ou non, mais de toute façon, en dessous de 15 ans, il n'y a pas de consentement, donc ça c'est assez clair. Mais en tout cas, elle ne pouvait pas bouger. Donc ça a été assez... donc voilà, on voit des choses assez édifiantes, et donc dans tous les milieux sociaux. Mais sauf que... Dans tous les milieux sociaux, mais c'est ce que vous dites, mais on voit bien quand même qu'il y a des milieux sociaux malheureusement défavorisés, où ça va encore beaucoup plus vite, quoi, bien sûr. Parce que on sait qu'en quelques jours, j'ai vu des témoignages, en quelques jours, on va gagner de l'argent que d'autres vont mettre un bout de temps à avoir, quoi. Exactement, mais l'argent, finalement, ça pas vraiment d'importance pour ces gamines. En fait, on se rend compte qu'elles ont été aussi victimes avant de violences, notamment de violences intrafamiliales, et ça c'est un point important, donc ça n'a pas été repéré, et donc c'est un continuum de violences, et donc il y a des failles qui sont repérées par ces prédateurs.
C'est ça aussi, en fait. Alors les prédateurs, justement, comment on rentre dans cette prostitution quand on est mineur et quels sont ces prédateurs? Parce que j'ai lu des témoignages où parfois ce sont des garçons très très jeunes. Oui, ils ont souvent l'âge de leur victime, ou alors ce sont de jeunes majeurs. Donc en fait, c'est prédateur, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs profils. Il y a par exemple les petites bandes un peu de bras cassés, comme on explique par exemple lors de l'immersion à la brigade de répression du proxénétisme de Marseille, où là ils ont l'occasion et puis donc ils prostituent une gamine. Ils sont pas vraiment organisés. En plus, ils laissent des traces partout. Donc, la police les remonte très facilement, finalement. Hein. Et après, vous avez des équipes où là, ils sont un peu plus organisés. Et puis, par exemple, ils ont différents rôles. Il y a celui qui va repérer la gamine sur Internet. Parce que les réseaux sont vraiment... C'est vraiment... Il faut vraiment que les parents, enfin que tout le monde comprenne à quel point les réseaux sociaux sont devenus le nouveau lieu en fait de prédation. C'est-à-dire que par exemple, il y a un autre exemple. Alors il n'est pas dans le livre, hein, mais il y a tellement d'affaires. Donc c'est une gamine de 16 ans parce qu'il y a aussi la notion de victime-auteur. Donc c'est une gamine de 16 ans qui se prostituait avant et qui devient proxénète. Sur les réseaux sociaux, alors ça doit être TikTok, etc., Snapchat, enfin bref. Et sur ces réseaux, donc, elle est à la recherche de filles fragiles, en rupture ou en fugue. Donc, elle leur propose un peu le gîte et le couvert. Malheureusement, les gamines, elles se disent, bon voilà, une âme charitable, cette fille-là va m'aider. Donc, elles rejoignent cette proxénète et le piège se referme sur elles. Et là, c'est catastrophique, c'est-à-dire que, pourtant, elles n'ont rien demandé. Enfin, il n'y a pas eu vraiment enfin comment dire, elles rentrent là-dedans, elles n'ont rien demandé, c'est pas. Enfin voilà, maintenant tous les moyens sont utilisés, que ce soit les réseaux. Tous les moyens sont bons en fait pour ces proxénètes en fait. Et résultat, ça va très très vite. Il y a un exemple aussi à Marseille. Là, vous dites une jeune fille qui appelle une maman qui lui dit il faut que tu viennes. Ta fille se prostitue. Elle dit non, elle est au collège, elle est à l'école. Eh ben non, elle est en train de se prostituer en fait dans la ville, quoi. C'est ça, mais c'est ça. Tout va très très vite. Par exemple, vous faites référence donc à la petite Leïla. Donc Leïla, en fait, elle est aussi, elle a des problèmes avec sa famille. Elle est en foyer, elle fugue. Puis là, elle décide de fuguer. Donc elle croise donc ses futurs proxénètes. Et puis tout va très vite, c'est-à-dire qu'il suffit en fait d'un téléphone portable. Bien sûr. Un téléphone portable, une annonce, 50 € et c'est taillé. C'est-à-dire que maintenant, vous n'avez même pas besoin forcément. Alors, beaucoup se servent des Airbnb, de ces appartements. Alors c'est ça, c'est ce qu'on allait dire, où ça se passe. Parce que il y a quelques années, par exemple, on avait appris qu'il y avait ce phénomène des tournantes dans les cités. Alors c'était un peu différent, mais c'est aussi sur le même schéma, quoi. C'est-à-dire que effectivement, il y a les appartements Airbnb, donc ils changent assez souvent. Hein. Parfois, ils restent une semaine, et puis ils changent aussi de ville. Et mais pas que. Aujourd'hui, par exemple, ils peuvent aménager une voiture, le coffre d'une voiture, une banquette. Voilà, ils mettent un espèce de petit matelas et ça fera l'affaire. Ou alors, ils peuvent aller chez les clients. De plus en plus, ils se déplacent. Et là, en fait, c'est ça la prostitution n'est plus dans la rue. C'est terminé. En plus, c'est une génération 2.0. Donc tout se fait sur le net. On parle d'ubérisation de la société. C'est tout à fait ça. Y compris dans le sexe et exactement. Et dans la prostitution, bien sûr. Alors quand on est mineur et qu'on tombe évidemment dedans, est-ce que après on peut quand même, c'est l'une des questions, hein, s'en sortir, échapper à vous avez dit ces prédateurs, ces bourreaux. Alors c'est très difficile, c'est très long puisque déjà ce sont des victimes qui ne se reconnaissent pas au départ comme victimes. Il faut du temps et un accompagnement. C'est-à-dire que quand Pourquoi ? Parce qu'elles sont plus ou moins droguées, parce qu'elles sont prises par... C'est une façon de se protéger. Une emprise. Il y a une vraie emprise, puisque parfois elles sont amoureuses de leur proxénète. Alors, j'appelle pas ça de l'amour, on n'appelle pas vraiment ça de l'amour. C'est de l'emprise, en fait. Donc le proxénète a de l'emprise, donc c'est ces jeunes filles, hein, parfois qui même témoignent en faveur de leur proxénète, ça peut arriver.
Et donc effectivement, donc après il y a cette espèce d'emprise, et puis on voit bien que le système de santé est déficient. Enfin, il y a vraiment de gros soucis en France, et donc elle aussi elle pâtisse de ça. Après, il y a des traumatismes, un traumatisme qui est celui d'un viol. C'est-à-dire qu'elles le disent, hein, une fois qu'elles sortent qu'elles ont compris que c'était de l'emprise, elles mettent les mots et elles parlent de viol. Ouais. Et il y a une décorporation, il y a le cerveau qui disjoncte, c'est exactement les mêmes conséquences. Pour vous faire une idée, par exemple, il y avait une jeune fille aussi, une jeune ado, c'était 10 clients par jour, elle s'est prostituée 3 semaines, 210 clients. Donc, vous dites 210 viols, en fait. Donc déjà, pour une femme, déjà, juste un viol, c'est déjà dramatique, c'est déjà compliqué, en fait, de se sortir de ça. Imaginez pour de jeunes adolescentes en construction, elles ne voient que de la violence. Et il faut vraiment comprendre que les clients ont un rôle aussi bien sûr. Qui est mais déterminant. Est-ce que les clients, ce n'est pas une excuse, mais est-ce que les clients savent... sont au courant que ce sont des mineurs également? Est-ce qu'ils réclament, entre guillemets, sur ces réseaux, sur ces proxos, des mineurs? Alors là aussi, il y a plusieurs profils. C'est-à-dire que vous avez les clients qui, par exemple, vont sur le net, donc ils consultent tous les sites, évidemment, qui proposent ce genre de service. Donc au départ, ils voient des photos et on ne met jamais moins de 18. C'est pas possible. Oui. Voilà. Donc d'emblée, puis parfois ce sont des photos où on ne voit qu'une partie de leur corps. Parfois ce ne sont même pas les photos des victimes. Donc eux vont dessus, donc ils vont donc pour une prestation, enfin ça comme ça. Et puis après, donc ils rencontrent cette fille. Alors là, il y a plusieurs choses. Soit les clients, et c'est un peu dans le procès notamment de Pontoise, où 6 clients ont été condamnés. Non. Enfin, sur les 6, il y en a un qui a été relaxé, mais les 5 autres ont été... Enfin, en tout cas, il y avait 6 accusés. On voit, eux, ils disent souvent, on ne l'a pas vu. Il faisait un peu noir. C'était dans la pénombre. Elle était très maquillée. Donc il y a toujours une bonne excuse. Et ça, donc on se rend compte qu'il y a ces clients-là. Il y a d'autres clients qui se rendent compte qu'elle est mineure et qui vont, par exemple, aller voir le commissariat, téléphoner, comme ça s'est passé, et qui vont dénoncer. Il y a d'autres clients qui y vont et qui s'en fichent. Et d'autres clients qui y retournent parce qu'ils savent justement qu'elle est mineure. Et donc là, c'est encore une autre perversion. C'est déjà au départ une relation entre les garçons et les filles qui est très problématique. Et là, quand en plus ils y retournent et qu'elle est mineure... Bon, bah là, on est dans une... là, c'est de la pédocriminalité, mais comme on paye, finalement, on a l'impression que l'argent achète le consentement. Oui, absolument. On va poursuivre avec vous, Nadège Hubert. Si vous voulez poser des questions, d'ailleurs, dans La Vérité en face, 0826 300 300, et là, c'est véritablement La Vérité en face. Notamment aussi, sur un point, je reviendrai, vous dites qu'il y a 3 traits communs entre l'inceste et la prostitution. Hein, on va voir ça, l'argent, la loi du silence aussi, ce que vous avez évoqué, et l'aspect sacrificiel également. Nous en parlons, ça concerne plusieurs milliers de jeunes filles sur notre territoire. Alors certaines qui, et ça c'était dans votre doc, je crois, qui disent au juge, de toute manière, moi en 2 jours, 3 jours, je gagne ce que vous gagnez, vous mettez 1 mois à gagner, quoi. Donc ça va jusque là également dans les déclarations, et puis elles tombent souvent sous la coupe, ce que vous avez expliqué tout à l'heure, de très jeunes, qui ont 15, 16 ans, un peu comme, et là j'aimerais qu'on en parle, un peu comme il y a un parallèle avec les narcotrafiquants, les trafiquants évidemment de drogue. Il est 9h44, nous en parlons encore sur Sud Radio. 9h10, Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La Vérité en face, une enquête sur la prostitution des mineurs. C'est ce livre qui sort aujourd'hui, issu de Doc Télé, avec Nadège Hubert et Claude Ardide. Nadège Hubert, vous êtes avec nous sur ce livre aux éditions, en fait, Mareuil. C'est assez édifiant parce que vous dites c'est un phénomène qui a progressé d'environ 70%, hein, c'est ça en l'espace de quelques années, en moins de 10 ans, bien sûr. Alors, accéléré probablement par les réseaux sociaux, la télé-réalité, la crise peut-être aussi, bien sûr, dans notre pays, et peu de réponses à cette prostitution des mineurs aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'on a pris conscience du problème assez tard.
Adrien Taquet a mis quand même en place un plan de lutte contre le système prostitutionnel, pardon. Mais après, il est parti. Ouais. Et après, il a laissé un peu le dossier ouvert sur la table. Et on voit bien qu'avec les gouvernements successifs et puis l'état un petit peu de notre pays, c'est un peu compliqué. Et aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qui va se passer pour toutes ces victimes? Combien de victimes encore faut-il pour qu'il y ait un vrai sursaut? Parce qu'il y a eu ces victimes, mais il y en a de nouvelles qui arrivent en permanence, qui tombent dedans. Ça rejoint, je faisais le parallèle tout à l'heure avec la drogue, mais il y a un parallèle incontestable, hein, bien sûr, entre les narcotrafiquants qui sont très organisés, bien sûr, et la prostitution de ces filles. Pas que des filles, d'ailleurs. Vous parlez aussi de jeunes garçons, quoi. Hein, les garçons, les garçons, c'est vraiment minime par rapport aux filles. On va dire que les filles, ça représente 80% des victimes. 80%, Mais même si chez les garçons, ça a tendance à augmenter. Souvent des gens qui sont rejetés. Voilà. Hein, dans leur quartier, etc., ou dans leur communauté, et donc ils tombent dans la prostitution. Hein. Exactement. Mais nous, c'est vrai que le cœur du sujet, c'était aussi cette relation entre les filles et les garçons. D'essayer de comprendre pourquoi des hommes, parce que souvent ce sont des hommes, les clients, dans l'écrasante majorité, pourquoi ils achètent le corps de ces femmes, de ces filles, de ces adolescentes. Et parfois, ça peut être des enfants, hein, quand elles ont 11, 10 ans. Ça va jusqu'à 11, 12 ans. Je n'en ai pas vu beaucoup de cités dans votre livre. Non, parce que c'est assez rare. Hein. Ce sont plutôt les procureurs qui vont nous parler de ces histoires, mais c'est rare. Mais ça peut exister. Et là, on parle d'enfants quand elles ont 10, 11 ans. Oui, 10, 11 ans. À 12 ans, elles rentrent à peine dans l'adolescence. Et là, on en a de plus en plus, hein, quand même 12, 13 ans. Normalement, c'est plutôt entre 14 et 17. Mais en tout cas, pour en revenir est-ce que vous disiez au parallèle avec le trafic de drogue? Voilà, c'est-à-dire que souvent tout est lié. Vous avez dans ces affaires de prostitution, de la drogue et des armes aussi. Les armes permettent de soumettre, par exemple, celles qui ne voudraient pas s'adonner à la prostitution, mais aussi à une protection, puisqu'il y a une affaire d'argent aussi dans ces histoires. C'est quand même du flux, c'est quand même énormément d'argent liquide. Enfin, Et comme il y a beaucoup d'argent, est-ce qu'il y a cette conscience aussi de la part de ces jeunes filles du fait qu'elles se mettent en danger, bien sûr, quoi. Vous avez parlé d'équivalent de viol tout à l'heure, hein, quand elles font des dizaines et des dizaines de passes, bien sûr. Est-ce qu'elles en ont conscience? J'ai l'impression, en lisant quelques témoignages, que pas toujours, finalement, elles vivent. C'est une forme d'inconscience, quoi. Non? Oui, et puis il faut se rappeler que ce sont des adolescentes. Et effectivement, il y a une certaine inconscience au départ, mais après, c'est le corps qui va réagir d'une façon à ce qu'elle supporte ces viols successifs, c'est-à-dire la décorporation, elles ont l'impression de sortir de leur corps, le cerveau qui disjoncte, comme je disais tout à l'heure. Donc, et puis après, parfois, on voit bien que les magistrats, que les officiers de police ne comprennent pas pourquoi, quand elles sortent de prostitution pendant quelque temps, 1 ou 2 semaines, elles repartent. Alors ça, c'est un effet dû au traumatisme. C'est-à-dire que le corps est dans une telle ultra-vigilance quotidienne que tout court-circuite, elles vont rechercher ce traumatisme. De nouveau, en fait, pour rejouer aussi cette scène et pour essayer d'avoir un contrôle qu'elles n'auront jamais. Et puis, toujours aussi sous la coupe de prédateurs, quoi. D'autres, souvent des jeunes garçons. C'est ça qui les entraîne, parce qu'il y a un sentiment peut-être aussi de confiance dans ces... Souvent, c'est des petits copains, alors pas tout le temps, mais ça l'est aussi un petit peu, quoi. Hein. Il y a ça, c'est vrai que... Alors, certains appellent ça des loverboys.
Bon, comme il n'y a pas d'amour, enfin, un autre sens, c'est plutôt une. Oui, mais voilà, c'est intitulé ainsi par les enquêteurs, quoi. Hein. Mais pour ces gamines, elles ont de l'attention. Enfin, au début, parce qu'au départ, ils n'arrivent pas comme ça. Parfois, ils y vont doucement. Ils leur donnent de l'attention, des cadeaux. Donc, elles ont une certaine importance, en fait. C'est ça aussi qu'elles réclament. Elles veulent de l'attention, elles veulent de l'amour. Donc, c'est ça, en fait, qui va évidemment les précipiter dans ce gouffre. Effectivement, oui. Alors, on a parlé de Marseille parce que c'est vrai que vous avez beaucoup suivi une brigade spécialisée à Marseille. Votre livre, d'ailleurs, commence par l'histoire de Wally, qui est un ado d'origine afghane qui est complètement dedans, qui a du mal à se rendre compte totalement de ce qu'il fait, d'ailleurs, quoi. Oui, Wally, c'est un garçon. C'est vrai que quand on le voit, bon, après, il sortait des geôles. Enfin, donc, il était dans un état un petit peu, les cheveux, les cheveux décoiffés, enfin ils étaient sales, enfin voilà, ils étaient dans un état, ils n'avaient pas beaucoup dormi, je pense. Donc oui, ils se rendent pas compte. Et encore, Wally, c'est pas le proxénète violent. On voit en fait qu'il a fait ça parce qu'il a été entraîné par le groupe aussi, parce qu'ils s'entraînent entre eux, que finalement il aurait pu faire autre chose, mais c'est ça, je fais ça comme autre chose, surtout parce que ça me permet de gagner beaucoup d'argent très vite, quoi. Bah oui, c'est ça. Et donc on parle de Marseille, mais ce n'est pas que Marseille ou la Seine-Saint-Denis que vous avez évoqué, ça a lieu, et c'est ça qui est assez édifiant dans votre livre, un peu partout sur tout le territoire, y compris donc dans des petites villes, dans des milieux un peu plus ruraux, quoi. C'est ça. On se rend compte en fait que ça touche vraiment tous les territoires. Par exemple, Grenoble. Alors Grenoble, c'est. Oui, on peut comprendre. Oui, c'est sûr. Mais c'est-à-dire que c'est toute l'Isère. Évidemment, tout est jugé à Grenoble, mais c'est vraiment, on voit que toute l'Isère. Et puis en plus, l'Isère, c'est beaucoup aussi de petites villes. Et tout ce qui est ville à côté de frontières, par exemple. Comme je connais très bien Metz, ils ont mis beaucoup de temps à comprendre qu'il y avait aussi dans cette ville plutôt bourgeoise de la prostitution. Donc on voit en fait qu'il y a aussi un engouement. Par exemple, quand vous avez des colloques qui sont organisés, par exemple, il y a quelques années, c'était compliqué pour remplir les salles de ces colloques. Aujourd'hui, il y a tellement de place qu'il faut même faire des visios pour que tout le monde puisse assister au colloque. Donc, au colloque sur quoi ? Sur le phénomène de la prostitution. Montrant que évidemment ça devient de plus en plus important. Et vous avez parlé de Metz. Il y a un témoignage d'un chef d'entreprise dans le nord de la France aussi. Le ciel lui est tombé sur la tête quand il a appris que sa fille était tombée dans cet enfer, quoi. Oui, là aussi, il a même écrit un livre donc avec sa fille. Donc c'est Thierry Lacroix et Nina. Donc oui, c'est une famille. Alors eux, ils sont pas divorcés, aimantes, plutôt bourgeoise. Et donc elle tombe dans cet enfer en fait. Et parfois ça commence à l'école avec du harcèlement. Aussi, et donc il peut avoir des viols. Une fête qui tourne très mal, il y a un viol, et c'est là où on commence à casser ces gamines. Et d'autant qu'on est fragile à cet âge-là, et la fragilité psychologique, bien sûr, qui est terrible. Merci beaucoup, Nadège Hubert, qu'auteur donc avec Claude Ardide de ce livre À cœur perdu, enquête sur la prostitution des mineurs. C'est aux éditions Mareuil et c'est piloté par un ancien magistrat, grand magistrat, Jacques Dallest, évidemment. Merci. Dans un instant, c'est Valérie Expert. Valérie Expert avec Gilles Gansman sur les débats et puis tous vos programmes, bien sûr, jusqu'à ce soir.